d'abord remercier les organisateurs d'avoir bien voulu inviter l'Afrique à ce congrès parce que habituellement nous venons entendre ici. Aujourd'hui, on peut parler, donc je disais tout à l'heure que quand j'ai dit chez moi que je venais intervenir, on m'a dit tu vas parler? Je dis bah oui, je vais parler devant les Blancs, pourquoi pas. Bref, je vais parler. En fait, je vais essayer de raconter l'histoire de la PMA telle que moi je l'ai vécue en Afrique. C'est-à-dire en insistant beaucoup sur la coopération sud-sud parce que sans cette coopération, nous ne pouvons pas avancer. Nous avons bénéficié de la coopération nord-sud, bien sûr. Le professeur a dit tout à l'heure, parlant du docteur Guy Cassuto, il faut au départ aller vers les sachants, à savoir les Européens, pour apprendre, ensuite maintenant partager notre expérience entre nous. Alors l'enfant en Afrique, plus qu'ailleurs, est très important pour le couple. C'est une enfance, une porte ouverte. Et pour satisfaire cette exigence, particulièrement au Cameroun, les moyens de prise en charge étaient très limités jusqu'à l'introduction de l'AMP, à savoir les années 95, 1995. Dans la présentation que nous allons voir tout à l'heure, nous allons voir l'expérience en Afrique de l'AMP à travers le centre de PMA de Douala, selon le plan que je vous propose. La situation, bien sûr, on veut faire rappel de la situation dans le monde, ce qui se fait chez vous particulièrement, les spécificités africaines, parce qu'il faut transférer ce qu'on a appris ici à nos réalités africaines. Bon, un bref rappel, un bref tour d'horizon sur le centre d'AMP de Douala et puis une rapide conclusion. Tout d'abord, dans la situation dans le monde, je ne vous apprends rien. Cette diapositive, je l'ai présentée à Libreville il y a 4 ans. Donc, depuis, ça a changé un peu. À l'époque, il y avait 8 millions d'enfants nés par fécondation in vitro. Maintenant, il doit en avoir à peu près 10 millions, au moins 10 millions. Mais sur ce schéma, ce qui est important de considérer, ce n'est pas le nombre d'enfants. Ce sont les lumières que vous voyez. En Amérique du Nord, sur la gauche, bien sûr. France, États-Unis, Canada, tout est clair. En Europe occidentale, tout est clair. Mais en Afrique, il y a un trou noir. Ce trou noir qu'on retrouve un peu en aéronautique. Là, ceux qui font l'aviation le savent. Ceux qui survolent l'Afrique le savent. Il y a un trou noir parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de possibilités de PMA dans cette partie du monde. Alors, nous le savons, moins de 15% de couples sur le plan mondial ont accès à l'AMP. Moins de 15% de ceux qui pourraient en bénéficier. Vous imaginez donc, ça fait à peu près 1500, nous avons 1500 couples qui en bénéficient par an sur 1 million de personnes. 1500 couples simplement. Ce sont, bon, c'est un peu rude comme diapo, mais bon, ce sont des statistiques. Alors, la problématique du centre de l'AMP en Afrique. Alors, l'infertilité, comme chacun le sait, est un problème de santé publique en Europe, comme en Afrique en général. C'est entre 15 et 20% de stérilité, d'infertilité que nous avons en Afrique. Cette infertilité se double d'un problème social très important qui est la marginalisation des femmes dans les couples stériles. Pourquoi? Parce que jusqu'à une date récente, chacun sait que, en tout cas pour ceux qui sont en Afrique, que l'homme, tant qu'il avait la possibilité d'avoir un rapport sexuel, n'était pas impliqué, ne pouvait pas être impliqué dans la fertilité. Il y avait une espèce de j'allais dire, de mensonge auto-entretenu qui laissait penser que tous les points venaient de la femme, dont les femmes étaient traitées de sorcières et considérées comme telles, mises au banc de la société. Donc c'est un problème social très important que de résoudre le problème de ces couples, notamment pour la femme, parce que la femme, l'homme peut avoir jusqu'à 4 épouses dans certaines régions de l'Afrique, jusqu'à 4 épouses. Évidemment, les épouses un peu plus futées
peuvent avoir des enfants, même si le problème est masculin. Vous suivez mon regard. Alors, le coût élevé de l'AMP et surtout les difficultés d'évacuation de ces couples vers l'étranger, avec les problèmes consulaires comme les problèmes d'obtention des visas, font on fait qu'il était important d'envisager d'importer cette technique chez nous. Alors, les causes de la stérilité sont connues. Hein. En Afrique, c'est les obstructions tubaires, c'est la première cause chez la femme. Le professeur me disait tout à l'heure, le professeur Benita me parlait aussi des fibromes. Oui, 35% des femmes africaines ont des fibromes, mais c'est surtout les infections tubaires, bactériennes comme virales, qui sont ici en cause et qui, bien sûr, donnent leur lot d'obstructions tubaires. Chez l'homme aussi, c'est les EATS qui sont des conséquences très souvent des infections, qui dans ces cas-là sont aussi tubaires. On a vu ici hier un peu quelques cas d'obstruction tubaire chez les hommes, enfin des canaux chez les hommes qui pouvaient expliquer cela. La réponse adaptée à ces deux grandes causes d'AMP demeure l'AMP. Mais avant la création de l'AMP, comme souvent, on s'est rendu compte que les problèmes sont en Afrique et les solutions en Europe. Parce que la première cause, la cause la plus, la cause, l'étiologie principe de la PMA est bien sûr l'obstruction tubaire, comme chacun le sait. Même s'il faut avoir guéri l'infection en elle-même ou libéré par chirurgie les idosapiens, c'est un autre problème. Alors, les problèmes spécifiques à l'Afrique sont très nombreux, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a déjà le consentement éclairé, simplement, parce qu'il faut faire un conseil très important aux couples. Il faut leur expliquer ce que c'est, ce qu'on va leur faire. Et quand on sait que, notamment dans les zones rurales, la moitié de la population est encore analphabète, malgré les efforts qui sont faits dans nos pays. Alors, parler de consentement éclairé, en quelle langue, en Peul, en Hausa, et même, c'est pas toujours évident, parce que quand vous vous rendez compte, quand vous avez fini de parler, ces couples vous disent, docteur, j'ai bien compris, mais est-ce que je pourrais avoir des jumeaux tout de suite? Comme ça, j'ai fini. Bon, vous comprenez tout de suite que, malheureusement, elle vous regarde, mais elle pense déjà à cet enfant, à ces enfants qui viendront la sortir de cette malédiction qui est conçue comme une infirmité, qui est donc la deuxième cause. Donc, la stérilité est conçue en Afrique comme une infirmité, comme une malédiction, je disais tout à l'heure, et le couple est prêt à tout pour avoir un enfant. Alors, or, vous le savez, le niveau de vie du patient africain est très bas. Évidemment, il n'a pas de sécurité d'assurance maladie, ni de sécurité sociale encore moins. Même le médecin, avec un salaire de 300 € dans certaines régions, le médecin ne peut pas, il peut être tenté de tout faire. Donc, c'est un problème en Afrique. L'homosexualité, bien sûr, le désir parental existe aussi en Afrique, mais c'est rapidement réglé par le code pénal parce que l'homosexualité est interdite dans la plupart des pays africains pour l'instant. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Si je soulevais ça en Afrique, je ne suis pas sûr que je pourrais rentrer chez moi en toute sécurité. Alors, le don des gamètes est un souhait familial. C'est-à-dire, en Afrique, quand dans un couple, on avait identifié un problème, et si on pensait que le problème était féminin, on envoyait cette femme chez un cousin, chez un parent. Elle revenait enceinte et l'enfant était l'enfant de la famille du village, du clan. Donc, dans les dons de gamètes, il y a toujours le souhait, est-ce que ça ne pourrait pas être son frère, le cousin, ou membre de la famille? Or, comme vous le savez, ça entraîne des complications après. Nous savons tous que le don doit être anonyme, volontaire, gratuit, mais qui donnerait ses ovocytes après 12 jours de stimulation gratuitement, une anesthésie générale et tout ça? Bon, c'est une vue d'esprit. Mais bon, on dit ça comme ça, sinon le taxi fait peut-être 300 € pour entrer à la maison. Alors, il y a le cas du partage des ovocytes, dont on a parlé aussi dans un congrès en Afrique
quelqu'un me parlait de Gérard tout à l'heure, c'est-à-dire, quand vous voyez un instituteur gagne en Afrique à peu près, en tout cas dans ma sous-région, à peu près 120, 130 euros. Alors, quand il a une jeune femme de 25 ans qui a une obsession tubaire bilatérale et qui vous voit tout le temps, vous êtes tenté de lui dire si vous oubliez correctement, que faire? Mais si vous lui proposez le partage des ovocytes, vous dira tout de suite oui. C'est-à-dire, je donne la moitié de mes ovocytes, je bénéficie de la tentative. C'est vrai que la loi des bioéthiques interdit cela. C'est vrai que ça fait ce taux plafond en Europe, mais en Afrique, c'est tout à fait comme là, parce que on dit souvent en Afrique aussi que quand une femme a des enfants et que sa cousine ou sa soeur n'en a pas, on dit tu donnes un enfant à ta soeur, c'est comme ça. Moi j'ai failli donner, moi je ne veux pas, bon, j'ai échappé, mais on donne un enfant à sa soeur et cet enfant devient l'enfant de la personne à qui on l'a donné sans qu'il y ait le moindre problème de chromosomes ou non, non. Chez nous il y a cette solidarité qu'on retrouve d'ailleurs dans le cas de la mère porteuse. Moi, je souris toujours un peu. J'ai eu un congrès où il y avait le professeur Friedman qui me parlait de son livre sur la GPA. Je dis, mais